Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de la table finale, l'épisode final de la saison 3 de Les Traîtres. Un épisode assez attendu, est-ce que c'est un épisode qui a tenu toutes ses promesses? Eh bien, vous allez le savoir dans cette vidéo. Alors, je vais répondre à une question, je vais me répondre à deux choses. La première, c'est que c'est la première vidéo que je tourne depuis les 20 000 abonnés. Donc je tiens à vous remercier. Et je remercierai dans plusieurs vidéos puisque tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, mais en tout cas je vous remercie de m'avoir permis en tout cas de franchir ce cap avant la fin de l'année parce que j'étais pas sûr qu'on y arrive. Franchement merci. Et évidemment n'hésitez pas toujours si vous souhaitez intégrer l'aventure et qu'on atteigne peut-être les 25 000 abonnés prochainement et puis on ne sait pas jusqu'où cette chaîne pourra aller. N'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne, voilà, parce que c'est comme ça que évidemment la chaîne pourra grandir, pourra toucher encore plus de monde et si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, alors n'hésitez pas à vous abonner puisque, alors je ne sais pas quand sortira la vidéo en question parce que il va falloir me laisser le temps de regarder l'intégralité de ces épisodes puisque hier soir, après l'émission de Les Traîtres classique de la saison 3, on a Les Traîtres version nouvelle génération, New Generation, qui a été diffusé avec les deux premiers épisodes juste après l'émission, mais qui est disponible sur M6+. Et voilà, là je suis pas du tout en capacité de pouvoir faire la totalité de la review au moment où on se parle. J'essaye de regarder les épisodes, j'essaye d'avancer progressivement, mais bon, voilà, je pensais pas qu'on aurait tous les épisodes d'un coup, mais c'est finalement le cas. Donc vous aurez la review, est-ce que vous aurez plusieurs reviews, est-ce que vous aurez qu'une seule review, etc. Ça je sais pas encore, faut que je vois comment je prends des notes et voilà, ça voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Aussi parce que cette vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, donc si vous voulez pas la rater, abonnez-vous parce que elle arrive, mais j'allais dire soyez pas pressés, mais en tout cas attendez cette vidéo puisque elle va peut-être pas arriver demain. Déjà c'est sûr que demain non, parce que demain ce sera Pékin Express. Donc minimum elle arrive lundi, minimum en tout cas peut-être que si je vais vite elle peut arriver lundi, sinon ce sera mardi. Et sinon ce sera même après ça, puisque mercredi ce sera Koh-Lanta obligatoirement. Donc on verra comment j'avance, mais je peux rien garantir pour le moment en termes de calendrier. On essaiera de la sortir en tout cas le plus vite possible pour battre le fer tant qu'il est chaud entre guillemets. Mais il faut me laisser le temps de les regarder. Bref, après cette intro suffisamment longue, nous allons rentrer dans le vif du sujet, donc la table finale. Alors voilà, l'épisode il a pas perdu de temps, on a démarré directement avec la table finale, avec la discussion finale et un peu ce retournement de est-ce que cette année les loyaux vont s'imposer. Et Gwendal va le dire tout de suite, le premier tour de table est décisif et ça va se vérifier. Si ils partent sur la bonne piste dès le premier tour, il y a des grandes chances qu'ils gagnent. Si par contre ils se trompent, eh bien ça risque d'être très rapidement la catastrophe. Puisque je rappelle la règle, si dans les 3 derniers il y a encore un traître en compétition, eh bien les traîtres s'imposent et les traîtres gagnent. Alors qu'en vrai, à 3 on pourrait encore faire un tour puisqu'il reste 2 personnes plus 1, donc on pourrait encore faire un tour pour moi. C'est pas interdit qu'on fasse un tour. Mais là ça ne servait plus à rien de toute façon, puisque si jamais il reste par exemple 2 traîtres à la fin, dans ce cas-là, de toute façon, ils ont automatiquement gagné de toute façon, puisqu'ils vont voter 2 consorts pour éliminer le dernier loyal en question. Donc ça m'a un peu surpris, entre guillemets, parce que ces dernières années, ça s'est toujours fini de la même manière, avec donc dans la première saison 2 traîtres, dans la saison précédente une seule traître, et dans cette saison, est-ce qu'on va avoir des traîtres qui vont s'imposer ou les loyaux? Donc on attendait de savoir avec impatience. Et je vous avais dit que les loyaux avaient été particulièrement mauvais dans cette saison. Et en fait, cette table finale, je vais parler assez librement, mais j'ai vu sur internet qu'il y a vraiment tout et rien qui s'est dit. Il y a des gens qui ont adoré l'épisode, des gens qui l'ont pas du tout aimé. C'est un épisode qui a beaucoup divisé. Je parlerai de la deuxième partie The Reunion après, parce que ça c'est à part pour moi. Alors déjà, je reviens pas sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Pour moi, cette table, on aurait dû l'avoir la semaine dernière. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, on avait senti que ça traînait un peu la patte. Et j'aurais pas craché sur le fait d'avoir The Reunion en 3e partie de soirée. Ça aurait été bien et on aurait gagné en tout cas en efficacité parce que la semaine dernière on sentait qu'on traînait un peu. Et là, et ça aurait terminé avec un 2e partie d'épisode avec la table finale et tout, ça aurait été plutôt cool. Là au final il y a la table et il y aura la 2e partie de l'émission, mais qui donc sera The Reunion. Et je trouve que c'est mieux quand c'est un programme on va dire de fin de soirée, voilà, là c'était quand même la 2e partie de l'émission et donc peut-être moins sympa, mais on en reparlera tout à l'heure. Et donc les gens, voilà, je les ai vus, ils étaient très chauds sur le programme.
Et il y avait un risque d'être déçu ou pas être déçu. Et comme je vous l'ai dit, bah, les gens, ça a beaucoup divisé. J'ai hâte de vous lire en commentaire d'ailleurs, pour savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. J'ai hâte parce que je pense que ça va vraiment diviser. Vous attendez mon avis, je vais vous le donner. Déjà, sachez que quand l'épisode s'est terminé, je n'avais pas d'avis. J'avais du mal à me prononcer. Je savais pas si j'avais aimé cette soirée ou je l'avais pas aimé. Il y a des choses que je sais que j'ai pas aimé, il y a des choses que je sais que j'ai aimé. Mais je ne savais pas. La nuit a ridé, j'ai dormi dessus, je me suis réveillé aujourd'hui, j'ai fait ma journée et là je tourne la vidéo en début d'après-midi. Le résultat est que ce qui reste en esprit pour moi, c'est que ça a été sans surprise, mais bien fait. Et en fait, personnellement, je n'ai pas été déçu. Ce qui me reste, voilà, c'est... Mais par contre, si on compare la finale de la saison dernière ou de la saison d'avant, elle m'a moins marqué au fer rouge. Moins parce que, je l'ai dit tout le long, j'ai trouvé que les loyaux ont été assez mauvais tout le long de la saison. Ils ont été assez assistés par la production pour les aider à trouver. En fait, je trouve que s'ils n'étaient pas là, franchement, je pense qu'ils trouvaient rien. Je suis honnête, je pense qu'ils trouvaient rien. Et ils les ont beaucoup aidés. Ils les ont beaucoup mis sur des pistes. Et là, ils ne les ont plus du tout aidés. Et on a vu à quel point ils ont assez mal joué, pour ne pas dire être assez mauvais. Et ça s'est confirmé de minute en minute. Et ce qui a amené, spoiler, la victoire des traîtres à partir du premier tour, évidente. Alors revenons en détail. D'abord, on commence par... on revient sur la semaine dernière, Laurent, qui avait semblé fatigué et qui inquiétait un peu Hugo. Et en fait, il nous révèle à ce moment-là que en réalité, c'est de la comédie. Qu'en réalité, il n'est pas du tout fatigué, mais qu'il veut montrer qu'il est fatigué. Alors son raisonnement, c'est, vu qu'il est fatigué, qu'il est épuisé, ça donnerait l'indication qu'il n'est pas dangereux. Moi, je voyais pas tellement de lien. Parce qu'on aurait pu se dire, même d'ailleurs, il est fatigué parce qu'il a quelque chose d'un peu lourd à porter. Et peut-être que justement, c'est le fait d'être traître qui devient lourd à porter. Et encore une fois, ça n'a pas été soulevé. Et pourtant, Laurent va relever ce côté qu'il est fatigué, qu'il est etc. Et je comprends pas qu'on ne lui ait pas dit. Parce que par exemple, ça aurait été intéressant de voir la réaction de Laurent en disant « Moi, je pense que tu es fatigué parce que peut-être que tu es traître et que tu trouves que la pression est trop forte. » J'aurais bien aimé voir sa réaction. Pris comme ça, de court. Ça n'a pas été fait. Et, je vais le dire tout de suite, ça a fonctionné, puisqu'on va avoir Arthur qui va s'exprimer, qui va dire « Quand j'entends parler Laurent de son épuisement, de sa difficulté, etc., etc., pour moi, ça l'innocente complètement. » Imaginez, c'est-à-dire que la déclaration de Laurent a permis d'innocenter Laurent. Personnellement, je ne vois pas en quoi ça l'a innocenté. Alors pour eux, ça leur paraît évident dans le jeu, mais moi, en l'écoutant, je n'y voyais aucune espèce d'évidence. Rien. Pour moi, il était très clair autour de la table que Daniel n'est pas traître. Voilà. Déjà, ça fait une personne qu'on innocente de base. Bon. Il restait donc Gwendal, il restait Arthur, il restait Laurent, il restait Hugo, et il restait Bruno. Bon, très bien. Je trouve quand même que déjà, ça veut dire qu'on a, sur notre tour de table, on a la possibilité de peut-être renverser la table. Donc, ce qui va se produire, c'est que là, Laurent va sortir un autre argument que j'ai trouvé bien meilleur. Il va revenir sur le règlement. Alors, quelque chose dont là, nous n'arrivions... Je trouve qu'on a du mal à comprendre parce qu'en fait, t'as l'impression que ça sort de nulle part. Parce que d'ailleurs, la production va être obligée de nous montrer des séquences précédentes dans lesquelles ils sont revenus sur les gens qui s'interrogeaient sur le règlement, de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et notre ami Laurent se dit donc, si vous êtes en train de regarder le règlement, c'est que probablement vous êtes traître. Parce que si vous regardez le règlement pour savoir comment ça va se passer, eh ben c'est que sûrement vous êtes traître. Je trouve cet argument meilleur. Et ça va convaincre de façon absolue Bruno Solo, qui va faire cette déclaration qu'on avait vue dans l'émission du Jufit 4. Ça y est, je sais qui est traître, qui sont les traîtres, en tout cas autour de la table. Et c'est cet argument-là qui parvient à le convaincre suffisamment et qui va amener à sa propre perte. Est-ce que cet argument me semblait bon? Je le trouve bien meilleur déjà. Je le trouve bien meilleur. Est-ce que ça aurait suffi à me convaincre? Je n'en sais rien. Mais il est meilleur. Il est meilleur parce qu'il n'est pas comme ça, là, juste on lance une pièce en l'air et
Parce que je trouve qu'ils investissent beaucoup à l'instinct. Beaucoup. Daniel, il n'y a aucune argumentation. Elle dit c'est Bruno, point, terminé. Et il n'y a rien. Et d'ailleurs, elle arrive même parfois dans la même phrase à se contredire en disant ah mais je savais, puis la phrase d'après elle te dit je savais pas. Voilà, un peu compliqué quand même. Donc un peu compliqué à suivre d'ailleurs. Et c'était de bonne main d'ailleurs de la garder jusqu'à la fin parce que je trouve qu'elle va voter de façon assez étonnante jusqu'au bout, amenant un résultat assez prévisible. Parce qu'une fois qu'elle n'est pas tombée, je me suis dit on va aller à la catastrophe, c'est une quasi-certitude. Bon. Et donc, quand Bruno va s'attaquer à Arthur et Gwendal, Daniel va défendre Arthur et Gwendal et va attaquer Bruno. En disant Bruno, je suis sûr que tu es traître. Ce qui fait que si vous regardez, c'est un truc incroyable, les traîtres autour de la table ne sont jamais accusés. Imaginez, sur 6 personnes, il y a 2 traîtres, aucun n'est accusé. Aucun. Alors je sais que la table est plus longue que ce qu'on en voit, donc il y a des scènes qui sont coupées, etc. Certes. Mais s'ils les ont coupées, c'est que probablement il n'y avait pas de grand intérêt, etc. Et on constate, en tout cas, que aucun des 2 autres, donc des prénoms ni de Laurent ni d'Hugo, n'est prononcé. Ils sont complètement innocents, en tout cas dans l'image des gens. C'est soit Bruno, et Daniel je la compte pas, mais il y a 3 pistes, en tout cas qui sont explorées, Gwendal, Arthur et Bruno. Et donc je vous le dis, spoiler, ce sont les 3 qui vont nous quitter. Arthur va nous quitter, Gwendal va nous quitter, et Bruno va nous quitter. Et en fait, c'est inexorable ce qui se produit, et les traîtres n'ont presque rien à faire. À un moment, Hugo va même le dire, va dire Laurent a très bien parlé au départ, je comprends plus qu'il est motivé, donc on va pouvoir jouer ensemble. Il faut juste qu'on soit suffisamment synchro pour pas se paumer et voter ensemble, etc. C'est un peu reproché d'ailleurs le fait qu'ils puissent pas vraiment parler entre les tours, etc. Mais j'ai envie de dire, les traîtres sont suffisamment aidés. Je rappelle qu'ils ont suffisamment de séquences où ils se retrouvent entre traîtres lors du moment des bannissements pour pouvoir se mettre d'accord. Donc en réalité, ils auraient pu très bien se mettre d'accord en amont pour discuter et voir comment ça se passe, etc. Donc je pense que c'est tout à fait faisable de pouvoir anticiper en amont. Il restait un suspense qui pouvait peut-être retourner la table. C'est est-ce que dans le trio Hugo, Arthur, Gwendal, Arthur et Gwendal ont la dague? Parce que c'est le turning point, c'est le moment tournant. On va découvrir qu'il va y avoir 3 votes contre Arthur, 3 votes contre Bruno. Et donc, ce qui va tout changer, c'est la dague. Alors déjà, très bonne pioche d'avoir sorti la dague tout de suite. Sauf que c'est Hugo qui a la dague. Ça, j'ai envie de dire, ils y pouvaient rien. Je pense que c'est le hasard, hein, de toute façon. Et donc Hugo a la dague, et donc ça fait qu'il a 4 voix. Et donc 3 voix. Et donc Bruno est sauvé, et c'est Arthur qui s'en va, et Arthur est évidemment un loyal. Une fois qu'Arthur est éliminé, pour eux, c'est une évidence que Bruno est toujours le traître. Du côté de Gwendal et Daniel. Et là, ils vont pas avoir l'opportunité de reparler à ce moment-là. Ils vont devoir revoter assez rapidement. Et ils vont revoter pareil. Daniel revote Bruno, Gwendal revote Bruno, et Hugo, Laurent et Bruno votent Gwendal. Sans presque aucun recul de la part de Bruno, qui commence seulement à comprendre au tour d'après. Mais je pense qu'il aurait pu comprendre déjà à ce tour-là. De se dire, là, déjà j'élimine Arthur, c'est pas la bonne piste. Pourquoi je continue alors? Mais en fait, les 2 autres, ils continuent de voter contre moi-même. Donc en réalité, la situation est inextricable. Ils sont partis sur Bruno, ils sont pas partis sur les 2 autres. S'ils étaient partis sur Laurent, par exemple, ou Hugo à la limite, là, on aurait pu peut-être avoir un Bruno qui se retourne. Peut-être, en se disant, bon bah là, attendez, je pars sur une mauvaise piste parce que Daniel n'est pas traître. Donc, Gwendal serait traître. Bon, peut-être pas. Est-ce que j'y crois vraiment à ça? Donc, bah alors peut-être que c'est Laurent Hugo, etc. Et peut-être que tu aurais pu te retourner. Mais là, ils sont contre lui de toute façon. Donc ils éliminent encore un loyau en fait. Et les cibles sont les loyaux. Et à partir de ce tour-là, le jeu va être terminé. Puisque 2 votes contre Bruno, plus de dague en jeu, mais Hugo, Laurent, Bruno vont voter Gwendal. Et là, Gwendal s'en va et il est un loyal. Et donc Gwendal s'en va, il est un loyal. Il ne reste Daniel, Bruno, Laurent et Hugo. Et là, les 2 joueurs comprennent qu'ils sont traîtres. Enfin, Daniel, elle est bien gentille, hein, mais Daniel, dans la même phrase, arrive à nous dire, enfin en tout cas dans le même instant de montage, c'est
je savais qu'il était traître, et puis après, juste après, oh mais j'arrivais pas à croire qu'il était traître. Bon, faut savoir, il faudrait savoir. Bon, peu importe. Donc évidemment, à ce tour-là, donc on va avoir au deuxième tour 2 votes contre Bruno, 2 votes contre Gwendal, et 1 vote contre Daniel qui va être fait par Bruno Solo, qui va donc partir sur Daniel. Mais pourquoi? Pourquoi il part sur Daniel? Genre Daniel, elle va être traître. Mais Bruno ne peut pas voter contre lui-même. Donc il se retrouve bloqué. Il peut pas... Regardez, il y a Bruno, 2 votes. 1 vote contre Daniel, qu'il aurait pu voter contre Laurent ou Hugo. Hein. J'ai trouvé que c'était idiot de voter comme ça. Mais de toute façon, c'est foutu. Puisque les 2 autres continuent de voter contre lui. Qui est loyal en plus. Donc ça a une égalité. Donc on est obligé de revoter. Et Bruno et Gwendal ne peuvent pas revoter en plus. Donc ça veut dire que vous regardez, sur les 3 votants, il reste les 2 traîtres. Le jeu est terminé. Donc 2 votes contre Gwendal, 1 vote contre Bruno et c'est terminé. Gwendal s'en va. Bruno comprend à ce moment-là que c'est la catastrophe. Et vraiment, c'est terrible, mais il ne pouvait rien y faire à partir du moment où les joueurs ont pris la décision de continuer de voter contre lui et qu'ils étaient persuadés que c'était lui le traître. Donc à partir de là, c'était foutu. Et c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'autour de cette table, c'est incroyable. Sur les premiers tours, on va voir partir 3 loyaux tour après tour. Et quand on arrive dans la configuration finale avec les 2 traîtres et les 2 loyaux, bah là, c'est un peu le moment turning point. Mais de toute façon, ils ont gagné, puisqu'il restera forcément un traître, puisqu'il faut qu'il reste un traître sur les 3 qui restent à la fin, et il reste 2 traîtres de loyaux. Donc en réalité, le jeu est déjà fini. À ce moment-là, vu qu'on ne peut pas se concerter, ils vont voter un peu à l'aveugle. Et donc au vote à l'aveugle, eh ben, Hugo il va y avoir un vote contre Hugo voté par Bruno. Bruno va recevoir les 2 votes des traîtres, Laurent et Hugo, qui doivent se mettre d'accord, mais sans trop faire comprendre, mais en tout cas ils doivent se mettre d'accord. Je pense que ça leur semblait évident qu'il ne fallait pas voter Daniel, ça n'a pas de sens, etc. Et un vote de Daniel contre Laurent, qui là change d'avis, ne revote plus Bruno, mais les dégâts sont trop importants de toute façon. Alors là c'était dur hein, de se mettre d'accord de est-ce qu'on vote Laurent, est-ce qu'on vote Hugo, mais ça aurait fait 2-2 de toute façon. On aurait peut-être eu un tirage au sort, je sais pas comment ils auraient fait, peu importe. Ou peut-être qu'ils auraient empêché, donc là dans ce cas de figure ça aurait été, ouais ça aurait fait 2-2. Donc dans ce cas-là, par exemple, Bruno et Hugo, par exemple, mettons, et donc dans ce cas-là, Bruno et Hugo peuvent pas revoter. Donc Laurent vote et Daniel vote, ce qui serait pas bon signe, on sait jamais, mais bon, peu importe. Ça aurait réamené une égalité, je sais pas trop comment ils se seraient démerdés d'ailleurs. Et donc à ce stade-là, Bruno Solo s'en va avec une sorte de un peu de fou rire parce que voilà, il a complètement été manipulé. Et il s'en va et il quitte la table. Et donc il reste Daniel, Hugo et Laurent. Hugo et Laurent révèlent qu'ils sont traîtres, Daniel qu'elle est effectivement une loyale. Et le jeu s'arrête ici. Voilà, ça a été une catastrophe. Les loyaux, pour moi, n'ont pas été bons pour la totalité de la saison. C'est assez mérité que les traîtres s'imposent parce que les traîtres étaient vraiment au-dessus. Je trouve que la production les a vachement aidés, les loyaux, pour les mettre sur des pistes parce que sinon, franchement, je pense qu'ils n'y seraient jamais arrivés à éliminer certains traîtres. Parce que franchement, Crédit Salier à un moment, personne ne l'imaginait non plus, etc. etc. Frédéric Bell, personne ne l'imaginait non plus, c'est vraiment la séquence du verre qui va la faire tomber parce qu'il va vraiment insister sur le fait que c'est un verre, l'empoisonnement, etc. Donc il va provoquer sa chute, alors qu'en réalité il n'aurait jamais révélé que ça s'est produit comme ça. Et ben je pense qu'elle serait même peut-être même encore présente dans le jeu, c'est pour vous dire. Bref, je suis assez convaincu que malheureusement les traîtres gagnent parce que les loyaux ont pour moi mené une très mauvaise enquête, beaucoup à l'instinct et sans réalité de fond. Et ce qui a amené donc cet épisode, je peux comprendre qu'il divise, parce qu'en fait à partir du moment où il y a eu le premier tour qui a été fait, qui en plus Hugo avait la dague, etc., il n'y avait plus aucun suspense. C'était inexorable, il y avait un côté un peu, voilà, on attendait juste la conclusion. Il y avait moins d'émotion, ça va terminer avec un fou rire de Laurent, avec, qui est assez communicatif et tout, c'était plutôt sympa. C'est vrai que ça change par rapport à l'année dernière, avec Juju qui s'était mis à pleurer, etc. Ça a terminé avec une ambiance assez différente, plutôt bon enfant, etc. qui représente quand même mieux la saison que l'année dernière. Vous savez énormément pleurer, énormément
parfois on y avait mis un peu trop de sentiments, trop de cœur, trop de trucs. Vous vous souvenez, je vous avais dit au point même qu'on parlait sur cette tête de ses enfants, etc. Enfin, je trouvais qu'on y avait trop mis de cœur dans ce sujet. Et là, je trouvais qu'on retrouvait vraiment cet aspect de jeu où on s'amuse, on joue à un jeu, etc., etc., et qu'il n'y a rien de grave. Et ça, c'est quand même une qualité de cette saison. Et ça se termine donc avec la victoire de Laurent et Hugo, qui récupèrent donc la moitié chacun, je crois, parce que je suis pas sûr qu'ils aient la même association, mais je crois pas, de 42 500 euros. Donc bravo à eux, franchement ils ont été très bons. Surtout Hugo, qui a vraiment été une bonne pioche, je trouve, du côté des traîtres. Leur acquisition dans le casting des traîtres a été bon. Ils ont bien fait de le récupérer. Et Laurent a été très sympa aussi. Et voilà, c'est... Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai plutôt aimé, même s'il y a eu un manque de suspense, mais je reconnais que qu'est-ce que c'est bien produit, qu'est-ce que c'est bien foutu, la musique, la mise en scène, les départs, la présentation d'Éric Antoine, toujours excellentissime, je le redirai pas, mais je pourrais le redire à chaque fois, chaque saison, etc. Mais vraiment, il marque de son empreinte le programme, je le trouve extrêmement bon. Et bref, j'ai absolument adoré, et on passe maintenant à The Reunion. Et lorsqu'on arrive à The Reunion, alors truc improbable, incroyable, il était 22h30, 22h20 je crois, il n'y a toujours pas de pub. Le premier épisode complet là, pas de pub. On démarre The Reunion, toujours pas de pub. Alors c'est pas qu'on réclame la pub, hein, mais qu'on est tellement programmé à avoir de la pub, surtout sur d'autres chaînes, que là, j'ai même vu des gens sur Twitter dire « M6, vous n'avez pas oublié la pub ?» Parce que là, il n'y avait pas de pub. Incroyable. Et la première pub sera diffusée seulement, pour info, à plus de 22h40, à 22h37 j'ai noté près de précis, et en fait le The Reunion avait déjà commencé depuis à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Ce qui fait d'ailleurs que alors là par contre, sur The Reunion on va avoir deux pubs, pour le programme le moins intéressant. C'est-à-dire que The Reunion c'est quand même moins sympa, ça donne plus de raisons de se barrer je trouve. Bon, peut-être pas un excellent choix, sauf qu'il y a eu deux pubs en 20 minutes, il y a une pub à 22h37 et une pub à 23h05. Pas génial, mais bon, on va pas se plaindre, Ça nous a pas sorti de l'ambiance au moins en tout cas de la table, voilà. Alors moi ce que j'ai moins aimé déjà sur The Reunion, bon déjà The Reunion c'est long, ça a un côté un peu le prime de Koh-Lanta où on se fait un peu chier, mais en troisième partie de soirée, bon, mais là en deuxième partie de soirée à partir de 10h, moi j'aurais aimé qu'on ait une deuxième partie de l'épisode des traites qui soit vraiment intéressante et pas forcément voir ça. J'ai trouvé que c'était pas ultra intéressant ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est vraiment, en fait c'est pour ça que ça m'a fait un effet, c'est que j'ai bien aimé ce que j'ai vu dans la première partie, j'ai aimé l'épisode, et je trouve que The Reunion, tu vois, tu termines là-dessus, tu termines pas sur un truc hyper génial, tu termines sur un truc un peu moyen. Et parce que t'as pas eu une énorme dose des traîtres, t'as eu une dose des traîtres, et après t'as une grosse dose de The Reunion, et je trouve que c'est pas extraordinaire. Et puis aussi, alors déjà le premier quart d'heure, je dirais les premières 10 minutes, un quart d'heure, c'est Daniel, re-Daniel, encore Daniel, toujours Daniel, et encore un peu de Daniel, tu vois, c'est comme t'avais un Big Mac, tu vois, chez McDo, on n'est pas sponsor par McDo, et tu vois, t'as ton pain, c'est Daniel, ton steak haché, c'est Daniel, ton fromage, c'est Daniel, ton ketchup, c'est Daniel, putain, on n'en peut plus, arrêtez s'il vous plaît, quoi. Il y avait trop de Daniel, tu l'as Daniel, la Daniel, re-Daniel, encore Daniel, une overdose de Daniel. On a eu, j'ai noté, le top Daniel, ensuite le bêtisier Daniel, ensuite Daniel contre Romain, voilà, on a eu mais pendant un quart d'heure du Daniel. Alors je sais, elle est appréciée, etc. Moi vous savez que ça a été moins d'un cam, j'ai pas trouvé que ça a été extraordinaire. Et ben là, en plus, prendre qu'un quart d'heure de Daniel, re-Daniel et encore Daniel, surtout que pour ceux qui regardent l'émission de Jujufit 4, ces séquences, on les avait déjà vues. Ils nous ont déjà fait le best-of Daniel avec Jujufit 4. Donc là, en plus, il y avait un côté redite pour les gens comme moi qui regardent le programme de Juju. D'ailleurs, je m'attendais qu'à Juju soit peut-être accompagne peut-être Éric Antoine. Ce sera pas le cas. Elle sera pas du tout présente. Bon, peu importe. Je trouve ça un peu surprenant parce que tu vois, elle a pas dit au revoir forcément aux gens, etc. Bon, bref, peu importe. Mais c'est pas très grave. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ouais, après on a eu un bêtisier plus global, ça c'était plus sympa. On a eu un échange entre Crazy Sally et Stummy Bugsy qui était sympathique. Mais je dis franchement, voilà, c'était pas non plus extraordinaire. Un petit bêtisier d'Éric Antoine, ça on l'avait pas eu. Même dans les émissions de Jujufit 4, ça on l'avait pas eu. Donc ça j'étais content parce que j'adore Éric Antoine et j'adore le voir cabotiner comme ça, j'adore le voir, enfin franchement, il est excellent Éric Antoine. Et là avoir un plus à concentrer des meilleurs moments d'Éric Antoine, franchement c'était super.
On a ensuite un petit échange entre Frédéric Bell et Carla. Carla qui avait beaucoup accusé Frédéric Bell et inversement. Et Frédéric Bell d'ailleurs dira à Carla qu'elle trouvait qu'elle prenait presque trop le jeu à cœur à un moment et que justement elle avait pas envie forcément de lui faire du mal, mais qu'à un moment il fallait bien, etc. Et je trouvais que c'était bien de le rappeler. On a aussi un petit best-of des entretiens de Éric Antoine qu'on n'a pas vu. Donc parce que en fait il nous montre que quelques extraits des entretiens, mais il nous a montré les entretiens pourquoi il a pas pris ces gens-là comme des traîtres. Ça c'était bien aussi, c'est une belle plus-value aussi, c'est cool. Et ensuite on revient sur la folie un peu qu'il y a eu chez les loyaux qui font parfois qui tombent un peu à des bêtisiers aussi. Bref, c'était une soirée un peu bêtisier, un peu drôle, on revient sur les meilleures séquences, etc. Si vous aimez par exemple les bêtisiers de Noël, à mon avis vous avez dû kiffer parce que ça ressemble un peu à ça. Est-ce que moi c'est ma cible? Moi j'étais fatigué, honnêtement, j'ai eu une longue journée, voilà, je me suis levé tôt, honnêtement, ça m'a un peu endormi et ce qui fait que j'ai pas réenchaîné derrière avec l'émission des influenceurs. Moi je l'ai regardé seulement le lendemain sur la plateforme, voilà, sur M6+ et tout en replay. J'ai préféré parce que je me suis dit là je suis plus dans le mood, vaut mieux que j'arrête là et je reprendrai le lendemain ou je reprendrai le surlendemain, peu importe, mais en tout cas je vais pas me relancer tout de suite parce que là je suis plus dedans en fait, tout simplement je suis plus dedans. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez aimé là ce concept de The Reunion. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait vraiment une plus-value? Voilà, moi je vous dis vraiment les meilleurs moments, c'était vraiment le best-of Éric Antoine et le best-of des entretiens. Et vous allez me dire, le point commun, évidemment, c'est Éric Antoine. Mais c'est probablement parce que je suis un grand fan d'Éric Antoine. Donc moi je suis pas objectif. Je le suis jamais sur cette chaîne, vous le savez. Mais voilà, c'est vrai que les autres best-of, il y a eu des best-of sympas. Bruno Solo était marrant. Enfin voilà, il y a eu des bêtisiers plus sympas. Mais c'est vrai que le long passage sur Daniel, je vais pas mentir, ça m'a un peu laissé de marbre. Je vais pas mentir. Voilà. Le face-off Romain Daniel, j'en rêvais pas la nuit. Vous voyez, je vivais bien sans. Je vivais bien sans. Ça va, je m'en suis remis. Voilà, bon. Enfin bref. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un gros soutien. Et je vous en remercie. Et je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!